Alors, pour définir chacune des intelligences, c'est un travail où il a vraiment séparé, j'allais dire, les choses, c'est-à-dire que chaque intelligence donne lieu à un chapitre différent. Et en même temps, cette structure du livre, c'est aussi son idée, c'est il y a intelligence que quand je peux la repérer et quand elle apparaît comme indépendante des autres. Alors que dans la vie, on n'utilise jamais une seule intelligence. Mais il y a chez lui l'idée que une intelligence peut être nommée intelligence quand elle répond à un certain nombre de critères. Alors ces critères, c'est quand elle apparaît d'abord à travers ce qu'il appelle des génies ou des gens qui l'ont développé à un haut niveau. Donc il part toujours d'un exemple extrêmement concret d'une personne. Alors si on prend par exemple l'intelligence verbale et linguistique, il va partir de la poésie et du travail exigeant du poète. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus élevé qui l'amène à se dire que cette forme d'intelligence peut atteindre, peut être repérable. Elle est repérable dans ses sommets, en fait. Voilà. Pas quand on est dans la platitude ou dans les marécages. Donc il part toujours d'un exemple. Il parle, idem pour l'intelligence musicale, il va s'intéresser par exemple aux gens qui sont capables de composer, aux compositeurs, pas à ceux qui sont interprètes. Il en parlera après, mais il démarre par ceux qui sont capables de créer de la musique. Alors, à l'intérieur de ces chapitres, il mène une sorte d'enquête qui procède de la façon suivante. Il démarre par ce point d'appui précis, c'est-à-dire est-ce que j'ai un représentant tout à fait symbolique qui montre que cette intelligence, je peux la développer à un haut niveau et qu'elle est capable de produire quelque chose, par exemple un texte littéraire, par exemple de la poésie, par exemple de la musique, par exemple des théorèmes mathématiques, par exemple une sorte d'habileté manuelle qui me permettrait de créer des objets, si on prend l'intelligence qui nécessite. Chacune des intelligences est regardée dans ce qu'elle apporte au fond à l'humain de meilleur et en termes de, comment j'allais dire, de réussite. Voilà. En même temps, à l'inverse, il prend aussi les gens qu'il appelle des idiots savants, c'est-à-dire des personnes qui ont eu des traumatismes crâniens, par exemple, ou des AVC, ou qui de naissance ont un handicap et qui fait que cette forme particulière d'esprit a développé chez l'individu une forme d'intelligence à l'exclusion des autres. C'est-à-dire, il dit, dans chacune des intelligences, on peut repérer des idiots savants. Enfin, quand on pense par exemple à Rain Man, c'est-à-dire à des formes du syndrome d'Asperger, eh bien, on va trouver des gens, par exemple, qui, dans l'intelligence logico-mathématique, sont capables d'exploits absolument extraordinaires. C'est le cas, par exemple, de Daniel Tammet, qui est capable, pendant 2 heures, de débiter toutes les virgules de 3/14 derrière, devant des caméras de télévision, et sans commettre aucune erreur, puisqu'il y a un ordinateur qui tourne en même temps. Voilà. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas d'idiot savant, mais au moment où il écrit le livre, il le met entre guillemets, mais il parle d'idiot savant. Donc, c'est à travers ça, à travers des situations extrêmement concrètes de l'humanité. Ensuite, il démonte les composantes, c'est-à-dire en quoi consiste cette intelligence. Il essaye de montrer de quoi elle est fabriquée, qui sont au fond, ces composantes, ce sont comme un portefeuille de compétences. Quelles sont toutes les compétences, quelles sont toutes les habiletés, peu importe les mots qu'on utilise, ou toutes les capacités qu'on doit mettre en œuvre. Et donc c'est ce champ-là de compétences qui l'intéresse. Le troisième élément, c'est l'idée de peut-on la développer au cours de la vie? C'est-à-dire, j'ai une intelligence si effectivement, à partir de ma culture et d'un travail d'éducation ou un travail de formation, je peux la développer. Quatrième élément qu'on trouve, c'est est-ce qu'on va la trouver sous des formes différentes dans d'autres cultures? C'est-à-dire, je peux la retenir comme une intelligence que si effectivement elle existe partout sur la planète. Donc si elle prend peut-être d'autres formes, mais si on la voit, si on peut la constater dans d'autres cultures. Donc il va aller, il parle de tribus au Tchad ou au Nigeria,
aussi bien que ce qui va se passer aux États-Unis ou en Europe. Et puis le dernier élément, c'est le regard qui porte entre cette intelligence multiple et les autres intelligences. C'est-à-dire, est-ce que je peux la distinguer? Est-ce que je peux la nommer? Est-ce que je peux voir en quoi elle est différente des autres intelligences? Voilà. Et à partir de là, il va déterminer d'abord 7 intelligences, puis 8 ou 9, la 9e n'arrivant pas, j'allais dire aujourd'hui, complètement à publication. Alors, dans ces 8 intelligences, prenons les 8 intelligences, il y a l'intelligence verbale et linguistique. Cette intelligence verbale et linguistique, c'est celle qu'on rencontre chez les personnes qui ont une capacité à maîtriser l'oral, à maîtriser l'écrit, qui ont des facilités à lire, à comprendre un texte, à créer un texte. C'est des gens qui vont aussi être capables de jouer sur les mots, qui vont même avoir une attirance pour tout ce qui va être les jeux de mots, les Scrabble, etc. Voilà, c'est autour de cet enjeu-là. J'allais dire un enjeu linguistique. Comment utiliser et manier la langue? L'intelligence logico-mathématique, alors, il ne faudrait pas qu'on se fasse avoir par le mot mathématique, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre du raisonnement logique, des processus de logique. Ce sont les gens d'ailleurs qui sont souvent très sensibles aux causes et aux conséquences. C'est les gens qui sont sensibles à la démarche scientifique, c'est-à-dire qu'ils sont capables, à partir d'un certain nombre de données, d'aller vers la formulation d'hypothèses, leur vérification, enfin toute la démarche scientifique qu'on connaît bien en France dans ce qu'a posé Claude Bernard un peu dans la méthode expérimentale. Mais il est aussi très impressionné par les gens qui ont une facilité à calculer. C'est-à-dire, dans cette intelligence, pourquoi il parle de logico-mathématique? C'est parce qu'il est très impressionné par la question du nombre. Comment très tôt dans l'humanité on a su dénombrer, on a su travailler à partir des nombres. L'intelligence visuelle et spatiale, c'est une intelligence qui, c'est pareil, il y a 2 grandes fonctions. Il y a une partie qui est liée à tout ce qui nous permet de nous retrouver dans l'espace. Justement, elle s'appelle visuelle et spatiale. Il y a toujours cette composante de deux mots. Ça nous permet de nous retrouver dans l'espace. Ça nous permet de comprendre les cartes, de faire des rapports, par exemple, entre une représentation visuelle et cartographique et puis le monde réel, comment on se retrouve par rapport à une carte routière, à un schéma, à un graphique, à un dessin. Voilà. Mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la compréhension que nous avons des choses lorsque nous passons par une forme visuelle, c'est-à-dire par exemple des éléments de physique comme le mouvement des forces, par exemple. C'est à partir d'un graphique qu'on peut comprendre en fait l'enjeu. Quand on pense par exemple à ce qu'est la longitude ou la latitude, si on prend que la définition, c'est quelque chose de relativement incompréhensible. Si au contraire on part d'une carte du monde, avec à la fois des parallèles et des méridiens, on peut comprendre ce que c'est que la longitude et la latitude. C'est-à-dire, c'est la traduction en images qui va nous permettre de conceptualiser, qui va nous permettre de comprendre. Donc ça, c'est une autre forme aussi. Et puis, on va trouver les gens qui vont s'exprimer, qui vont avoir, j'allais dire, une pensée visuelle, c'est-à-dire les artistes, etc. C'est-à-dire ceux qui vont être capables de traduire leurs émotions, leurs sentiments à travers la peinture, à travers la sculpture, c'est-à-dire à travers une autre forme que celle qui est la forme du langage. Ensuite, on trouve l'intelligence kinesthésique. Alors, il l'appelle aussi corporelle et kinesthésique, avec toujours ces 2 mots, parce qu'il va y avoir à la fois les gens qui vont traduire cette intelligence à travers toute leur capacité à utiliser leur corps dans la souplesse. On aurait tendance à penser à tous les sportifs, les danseurs, les gens qui sont capables justement d'utiliser leur corps et d'utiliser le corps aussi comme un langage. Voilà. Et puis, tout ce qui est la manipulation fine, c'est-à-dire tous les gens qui sont capables dans leur métier d'aller dans une grande précision, soit pour créer quelque chose, soit au contraire pour être capable d'utiliser des matériaux qui vont demander une grande finesse et une grande dextérité. On trouve après une intelligence qu'il appelle l'intelligence musicale. Alors cette intelligence musicale,
c'est pas seulement les gens qui jouent d'un instrument, là aussi, il va s'appuyer, et tout à l'heure vous me demandiez quelles sont les références, il va s'intéresser là, par exemple, aux compositeurs musicaux, oui, à un compositeur musical, parce qu'il prend des références très précises, c'est-à-dire à celui qui est capable d'exprimer des émotions à travers de la musique, c'est-à-dire qui dit quelque chose. Donc on va trouver dans cette intelligence musicale des choses très, très un peu variées, dans le sens que vont se retrouver dedans les gens qui aiment la musique, des gens qui jouent de la musique, des gens qui composent de la musique, et surtout cette grande merveille que représente la musique, c'est-à-dire qu'elle ne paraît pas importante en fait pour la survie de l'humanité, alors qu'elle existe depuis très longtemps, et qu'elle nous influence beaucoup, et que nous sommes capables, à partir de la musique, voilà, de traduire des émotions, de traduire du langage, de donner un certain nombre d'éléments. Donc on va trouver dans l'intelligence musicale à la fois les gens qui sont sensibles au rythme, mais aussi tous les gens qui sont capables de traduire au fond des sentiments humains, des émotions, ou les ressentir à travers la musique. On trouve l'intelligence naturaliste, cette intelligence-là qui n'est pas au départ dans le premier ouvrage Frames of Mind, qui est faite de deux composantes. À la fois, effectivement, il se rend compte qu'il y a des gens qui sont très sensibles à la nature, qui ont même besoin de ce contact avec la nature pour se ressourcer, des gens qui sont très attentifs pour distinguer parmi les plantes, les animaux, voilà, qui ont une complicité au fond avec la nature, on pourrait dire comme ça, quelque chose qui est de cet ordre-là, comme si la nature était elle aussi porteuse de symboles, et puis on voit bien toute la force qu'elle a dans certaines religions orientales où elle est à la fois quelque chose qui est très proche de la divinité, c'est-à-dire nous faisons partie du monde, à la fois minéral et du monde végétal et du monde animal. Voilà. Tout ça est un tout dans lequel, au fond, l'intelligence naturaliste prend sa place. Et puis, ce qui remarque surtout et qui va intéresser beaucoup l'éducation, c'est que les gens qui possèdent cette intelligence sont des gens qui sont des observateurs de la nature, mais pour pouvoir s'y retrouver, ce sera quelque chose de très important pour leur mémoire, sont capables de classer, d'organiser, de catégoriser. C'est-à-dire que vous voyez bien vous-même, quand vous allez dans la montagne et que vous voyez, vous dites, on est arrivé à hauteur des sapins, c'est pas forcément des sapins. C'est des sapins si les aiguilles sont réparties de façon équivalente autour de la tige, si le dessous est blanc. Sinon, c'est peut-être des mélèzes, c'est peut-être des épicéas, c'est peut-être des pins. C'est-à-dire que dès que je possède une intelligence naturaliste, je suis dans une forme de pensée qui m'amène à classer, à catégoriser, à organiser au fond le monde pour pouvoir le comprendre. Et puis enfin, il y a deux formes d'intelligence qui sont des intelligences qui se répondent. Alors il les appelle d'ailleurs les intelligences personnelles, c'est-à-dire les intelligences qui sans doute pour lui représentent le mieux la dimension humaine de chacun d'entre nous. C'est l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire une intelligence qui nous permet de rentrer en relation avec les autres, qui nous ouvre aux autres. C'est au fond l'horizontalité d'un individu, c'est-à-dire quand on ouvre les bras vers les autres. C'est une intelligence qui développe l'empathie. C'est une intelligence qui fait que nous avons besoin des autres, que nous aimons travailler en groupe, que nous avons besoin de coopérer, que nous avons la sensation que nous sommes beaucoup plus intelligents et beaucoup plus forts à plusieurs, que nous avons besoin des autres. On trouve des organisateurs de fêtes, on va trouver des leaders aussi dans cette catégorie-là. Et puis l'intelligence intrapersonnelle, alors qui serait plutôt, tout à l'heure je parlais d'horizontalité, une intelligence qui serait plutôt dans la verticalité, c'est-à-dire ce qui nous permet, nous, de chaque individu, individuellement, de nous tenir debout, qui nous permet, c'est notre force intérieure, au fond c'est notre intériorité, qui nous permet de nous définir, qui nous permet de nous connaître, qui nous permet de tirer de profit de nos expériences, qui nous permet au fond d'être nous-mêmes par rapport aux autres. Et c'est souvent d'ailleurs des gens qui ont besoin par moment d'un peu de solitude, d'un peu d'écart, qui ont besoin de réflexion, qui ont besoin de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes,
quelquefois ces élèves d'ailleurs qu'on trouve à l'école en disant mais vous ne levez pas la main, vous ne participez pas, mais peut-être qu'ils sont au contraire complètement dans une forme d'intériorité qui ne voient pas la nécessité forcément de lever la main, d'être là tout le temps à répondre aux questions, mais d'être au contraire dans une forme de pensée intérieure, de construction de soi-même et de son identité. Voilà, on pourrait définir au fond les 8 intelligences comme étant ces éléments-là.